Elle était censée soigner les fous, les écouter, les comprendre, les étiqueter. Mais un matin, elle s'est réveillée dans une cellule capitonnée, avec son propre nom sur le registre des patients. Et là, quelque chose a basculé. Tout ce qu'elle croyait stable, son esprit, sa mémoire, sa logique s'est fissurée, accusée d'un meurtre qu'elle ne se souvient pas avoir commis, abandonnée par ses collègues, et hantée, chaque nuit, par une présence qui ne veut pas qu'elle guérisse, mais qu'elle se souvienne. Dans cet hôpital, les murs parlent, les silences crient, et parfois, ce que l'on appelle folie n'est qu'un message qu'on refuse d'entendre. Voici l'histoire d'Élise, une psychiatre brillante, devenue patiente dans son propre enfer. Et si vous pensez que tout ça n'est qu'un délire, attendez d'entendre ce qu'elle a vu et ce qu'elle a découvert. Elle avait toujours eu cette capacité étrange à rester calme là où les autres paniquaient. Une rigueur tranquille, une voix posée, et cette manie, presque inconsciente, de tout classer en catégories mentales. Troubles anxieux, dissociation, état psychotique. Rien ne lui échappait. Elle avait vu des patients hurler à des présences invisibles, s'adresser à des enfants qui n'existaient plus, ou écrire sans relâche le même mot pendant des heures. Elle écoutait, notait, comprenait, sans jamais vaciller. C'était son rôle. Élise Laurent, psychiatre clinicienne, spécialiste du traitement des états dissociatifs sévères. Une femme de logique, de terrain, pas de légende. Alors forcément, ce qui s'est passé ce soir-là n'avait aucune place dans son esprit. Tout a commencé par quelque chose de petit. Un détail. Une phrase lancée par un patient catatonique qui n'avait pas parlé depuis des semaines. 3 mots, à voix basse, les yeux dans le vide. Tu es suivante. Sur le moment, elle a souri. Un réflexe professionnel. Le genre de murmure qu'on note dans le dossier sans y prêter trop d'attention. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, elle a fait un rêve. D'un réalisme presque oppressant. Un couloir sans fin. Des lumières qui grésillent. Et cette silhouette de dos, nue, le crâne rasé, avançant lentement vers une porte rouillée. Le lendemain matin, Élise a évité son trajet habituel. Une intuition. Elle a pris le vieux pont de pierre qu'elle avait toujours contourné sans trop savoir pourquoi. Une pluie fine s'est mise à tomber. Le bitume a glissé sous les roues. Un choc, noir. Et puis, ce silence, ce froid, et l'odeur si particulière des cellules capitonnées. Quand elle a rouvert les yeux, 2 agents de sécurité se tenaient devant elle. Aucun regard compatissant, aucune explication, juste un mot, lancé comme une sentence. Patiente admise, numéro 72. Et dans le miroir face à elle, cette femme en blouse décoiffée, hagarde, c'était son propre reflet. Plus de bureau, plus de badge, plus de blouse blanche, seulement une étiquette, et des gens qui la traitaient désormais comme un sujet d'étude. Elle a voulu crier à l'erreur, à la confusion, mais plus elle parlait, plus il prenait des notes. Quelque chose ne tournait pas rond, mais ce n'était pas elle, c'était l'endroit. Et si tout ce qu'elle savait sur la folie n'avait été qu'un voile jeté sur ce qu'on n'ose pas regarder en face, dans sa tête tout criait à l'erreur. Elle pensait encore que quelqu'un allait venir, ouvrir la porte, s'excuser, lui dire que tout ça était un malentendu administratif. Mais au lieu de ça, on l'a installée dans une chambre sans serrure intérieure, avec une caméra dans l'angle du plafond et une lumière qui ne s'éteint jamais vraiment. Elle a reconnu les visages. C'étaient les siens, ses collègues, ceux avec qui elle débriefait les cas difficiles, avec qui elle partageait des cafés trop courts entre 2 consultations. Mais leur regard avait changé, une distance étrange, glacée, comme si elle était devenue l'autre côté du miroir. Le directeur médical ne l'a même pas laissé s'expliquer. Il lui a tendu un dossier. À l'intérieur, des photos, son mari, du sang, une arme, et elle, assise sur le sol, hagarde, le regard vide. Elle n'a aucun souvenir de cette scène. Elle a tenté de rassembler les fragments, la soirée, les derniers échanges, un vague souvenir d'une dispute floue. Mais rien ne mène à un meurtre. Rien ne colle. Le sol s'effondre sous elle. Elle a voulu demander un avocat, une expertise indépendante. Mais dans un hôpital psychiatrique, on ne demande pas. On est pris en charge. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque question, chaque défense devenait un symptôme à analyser. Son insistance, un signe d'obsession. Son refus de coopérer, une opposition anxieuse. Son silence, un repli délirant. Même son calme, autrefois sa force, devenait suspect. Et puis il y a cette chose étrange, son propre dossier clinique.
Elle n'a aucun droit d'y accéder, mais elle sait qu'il est là, quelque part, modifié, annoté. Elle a reconnu l'écriture d'un de ses anciens internes sur une fiche qu'on a brièvement laissée traîner, une phrase gribouillée dans la marge. Elle sait, elle commence à se demander si l'erreur est vraiment accidentelle, ou si quelque chose ou quelqu'un a tout fait pour qu'elle devienne ce qu'elle a toujours soigné. Et pendant que la réalité tangue, quelque chose d'autre s'infiltre doucement dans son esprit, quelque chose qu'elle n'a jamais vu dans ses manuels, quelque chose qui l'attend, à la nuit tombée. La première fois, elle a cru rêver, une silhouette dans le reflet de la vitre, juste derrière elle, floue, tremblante, trop rapide pour qu'elle puisse en saisir les traits, mais elle était là, elle en est sûre. Ce n'était pas une hallucination, elle n'était ni droguée, ni en crise. Son esprit était clair, juste, traversé. La deuxième fois, le phénomène est devenu impossible à ignorer. Des gouttes d'eau apparaissent sur le miroir, en plein milieu de la nuit, alors qu'il ne fait ni chaud, ni froid. Une buée étrange. Et dans cette buée, un mot, tracé avec un doigt invisible, revoit. Elle a reculé, ses mains tremblaient, pas de trace d'humidité ailleurs. Juste ce message. Le mot s'efface sous ses yeux, et quand elle se retourne, la lumière grésille, puis s'éteint. Elle appuie sur l'appel d'urgence. Personne ne répond. À partir de cette nuit-là, les visions se répètent. Toujours le même visage. Une fille, adolescente, crâne rasé, corps amaigris, comme sortie d'un bloc chirurgical oublié. Elle ne parle pas. Ses lèvres sont cousues, littéralement. Mais ses yeux crient. Elle lui montre des choses, des images rapides, violentes, comme projetées à l'intérieur de sa tête. Un sous-sol, une table métallique, des cris étouffés, et toujours ce collier en perles rouges qu'elle n'a jamais vu en vrai, mais qui semble étrangement familier. Élise veut comprendre, mais elle n'a plus aucun pouvoir. Chaque fois qu'elle en parle, on lui ajoute une dose. Les neuroleptiques lui ralentissent les pensées, l'enfoncent dans un brouillard, mais les apparitions, elles, deviennent plus nettes. Une infirmière de nuit lui glisse un mot en secret. « Tu n'es pas la première à voir cette fille. 2 autres avant toi. Elles ne sont plus là. » Puis elle disparaît. Mutation soudaine. Plus personne ne la mentionne. Personne ne la croit. Mais quelque chose cherche à se faire entendre. Et ce quelque chose a choisi Élise pour être la voix qu'on n'a jamais laissé parler. Elle a compris qu'elle n'allait pas s'en sortir avec des mots. Que sa vérité, aussi limpide soit-elle dans sa tête, n'avait aucun poids ici. Alors elle a décidé d'agir autrement. Feindre l'acceptation. Incarner l'image de la patiente calme, obéissante, stabilisée. Avaler les comprimés sans les poser de questions, même si elle les cache sous la langue pour les recracher plus tard. C'est dangereux, mais c'est la seule façon de garder son esprit clair. Elle a observé, noté les horaires, les routines, et un matin, pendant qu'on l'escortait vers une séance de thérapie de groupe, elle a vu une porte entrebâillée, une salle d'archives, des classeurs poussiéreux, des fiches jaunies, des noms oubliés. Elle y est retournée, seule, plus tard. Elle a forcé la serrure avec une barrette en métal volée à une patiente schizophrène, et elle a ouvert les dossiers. Des dizaines de noms, des jeunes femmes, toutes hospitalisées dans l'aile C, celle qui a été fermée pour raisons sanitaires, il y a 3 ans. Toutes mortes après de brèves phases d'agitation intense. Et dans presque chaque dossier, les mêmes mots-clés médicaux, répétés mécaniquement. Hallucination visuelle, paranoïa, opposition, dissociation, décès par arrêt cardiaque non élucidé. Mais ce qui l'a glacée, c'est ce qu'elle a trouvé dans l'un des rapports cliniques, griffonné à la main dans la marge. Refus de collaboration, parle d'un homme disparu, collier rouge. Un nom était associé à cette note, Dr Vincent Desroches, un ancien médecin de l'hôpital, radié, porté disparu. Élise n'a jamais rencontré cet homme, mais la fille qu'elle voit dans ses visions, elle, semble l'avoir connu, et dans un autre dossier, au fond d'une boîte métallique, elle tombe sur une vieille photo, 5 médecins devant l'entrée de l'LC. L'un d'eux porte une alliance identique à celle que portait son mari. Les liens se tissent, invisibles mais réels. Il y a quelque chose qui lie ces morts, ces fantômes, et son propre effondrement, et l'hôpital tout entier semble fait pour cacher ce fil rouge. Elle n'était plus seule à douter. Une infirmière l'observait depuis plusieurs jours. Discrète, attentive, différente des autres. Elle ne prenait jamais de notes, ne portait aucun badge officiel.
Mais ses gestes étaient doux, précis, et dans ses yeux, un éclat, comme si elle savait. Un soir, alors que l'hôpital sombrait dans son calme forcé de fin de garde, l'infirmière s'est approchée d'Élise et lui a glissé ces mots à l'oreille. « Tu veux voir l'endroit qu'ils ont oublié ?» Elles ont attendu que le bâtiment s'endorme. Puis, elles ont longé les couloirs du bloc fermé, traversé une porte condamnée et descendu un escalier étroit, raide, à peine éclairé par une lampe de poche tremblante. Le sous-sol, un monde souterrain, couvert de moisissures, de rouille, de silence lourd, des archives calcinées, des gants médicaux encore en sachet, des lits métalliques retournés et une porte soudée à moitié qu'elles ont réussi à forcer. Derrière, une pièce scellée. Et là, au fond du mur, comme une trace qu'on avait tenté de cacher sous des plaques de béton, un renflement irrégulier, un cadavre, recroquevillé, figé dans une posture de peur absolue. Élise a reculé en silence. L'infirmière pleurait déjà. Elle a reconnu le collier, rouge, perle ternie, exactement celui qu'elle avait vu dans ses visions. C'était elle, la fille, celle du miroir. Son cri muet avait enfin trouvé une sortie, mais au moment de ressortir, un bruit métallique a claqué dans le couloir. Un loquet, une chaîne, une voix sèche. « Qui est là ?» Elles se sont figées, puis la lumière s'est coupée. Elle n'était plus seule dans le sous-sol, le noir total. Un silence si profond qu'on entendait les battements de cœur résonner contre les murs, puis un grincement, une porte, des pas. Mais quand la lumière est revenue, il n'y avait plus personne. Elles ont réussi à remonter, lentement, en silence. L'infirmière Claire n'a rien dit, mais dans ses yeux, quelque chose s'était brisé, une certitude envolée. De retour dans sa chambre, Élise a senti que quelque chose en elle s'était ouvert, comme si ce corps enfoui avait libéré une mémoire qu'elle n'avait jamais autorisée à remonter. Une migraine violente l'a clouée au lit pendant des heures. Et puis, les images sont revenues, par vagues, incontrôlables. Elle revoit son mari, sa voix, ses gestes. Une nuit en particulier, une patiente était venue l'accuser, tremblante, déroutée. Elle disait avoir été droguée, touchée. Élise s'en souvenait. Elle avait tenté de comprendre, mais son mari l'avait prise à part, rassurée, enveloppée dans un discours si rationnel qu'elle avait fini par douter de la patiente. Elle avait même noté « fabulation dissociative » dans le dossier, mais maintenant, elle revoit. Elle revoit les seringues dans le tiroir, les clés du bloc C, les absences étranges de son mari, et surtout, cette nuit-là, le moment où elle l'a suivi sans qu'il la voie. Le sous-sol, la table métallique, une silhouette allongée. Elle se revoit hurler. Il s'est retourné. Il avait ce regard qu'elle ne lui connaissait pas. Et puis, un choc, un cri, un bruit sourd, trou noir. Ce n'est pas elle qui a tué, c'est lui, et elle est tombée, dans le coma, brièvement. Et quand elle s'est réveillée, il avait tout réécrit, tout inversé. Sa mémoire, jusqu'ici protégée par un mécanisme de survie, cède enfin, et le puzzle prend forme, lentement. Le spectre qu'elle voit depuis le début n'est pas un avertissement, c'est un déclencheur, une passerelle entre deux vérités qu'on a voulu enterrer. Et maintenant que la sienne revient à la surface, une autre question se pose. Pourquoi ce fantôme a-t-il attendu si longtemps pour se manifester? Elle pensait que retrouver la mémoire suffirait, qu'en recollant les morceaux, quelqu'un finirait par l'écouter. Mais dans cet endroit, plus on approche de la vérité, plus on vous isole. Claire, l'infirmière, n'est jamais revenue, absente du jour au lendemain, remplacée sans explication. Élise a demandé où elle était passée. On lui a dit qu'il n'y avait jamais eu d'infirmière à ce nom, rien dans les registres, rien sur la liste du personnel, comme si elle avait été effacée. Élise a alors compris qu'il ne suffisait pas de se souvenir. Il fallait une preuve, quelque chose que le système ne pourrait pas nier. Elle a rédigé un message, codé, des références médicales, des dates, des initiales, des liens, tout ce qu'elle avait trouvé, tout ce qu'elle avait vu. Elle l'a confié à une patiente en transfert, sous prétexte d'un jeu d'écriture thérapeutique, une femme discrète, en partance pour un autre établissement. Et elle a prié, pas pour un miracle, mais pour que quelqu'un, dehors, puisse lire entre les lignes. Pendant ce temps, l'administration a tranché. Diagnostic confirmé, troubles psychotiques chroniques, tendances dissociatives, hallucinations auditives et visuelles persistantes, procédure d'isolement longue durée enclenchée. Et dans la salle blanche où elle est désormais enfermée, il n'y a plus ni fenêtre, ni horloge.
Juste ce bruit sourd, mécanique, d'une lumière qui pulse toutes les 6 secondes. Un rythme lent, hypnotique, écrasant. Mais la nuit, quelque chose se manifeste à nouveau. Un courant d'air, une odeur, et sur la vitre de la porte blindée, un mot, tracé dans la condensation intérieure. Elle n'a pas écrit, elle n'a même pas bougé. Et pourtant, il est là, continue. Le lendemain, un changement brutal. Une caméra, auparavant inactive, se met à filmer. Et alors qu'elle est seule, enfermée, l'ordinateur du poste infirmier s'allume, tout seul. Un ancien dossier réapparaît, celui du docteur Desroches, fermé, supprimé depuis des années. Mais ce soir-là, il s'affiche sur l'écran. Quelque chose, quelque part, refuse de la laisser tomber. Ce n'est pas une fin heureuse. Ce n'est pas une fin du tout d'ailleurs. C'est juste une sortie, une issue que personne n'avait prévue. Quelques semaines plus tard, Élise est libérée. Pas parce qu'il la croit, mais parce que quelqu'un à l'extérieur a parlé. Une journaliste a reçu son message. Elle a mené sa propre enquête en silence. Des témoignages ont refait surface. Des rapports dissimulés, des preuves enterrées. Et le corps, retrouvé dans le sous-sol, longtemps gardé sous scellé, a enfin été analysé. ADN, correspondance avec une patiente disparue, incohérence dans les dates d'hospitalisation. L'hôpital a tenté d'étouffer l'affaire, mais trop d'éléments sont sortis en même temps. Trop d'erreurs, trop de morts classées comme naturelles alors qu'elles ne l'étaient pas. La direction a été suspendue. Certains médecins mis en examen. L'établissement a fermé une partie de ses ailes. L'histoire a brièvement fait la une. Juste assez pour choquer, pas assez pour réformer. Élise, elle, n'a jamais vraiment repris sa vie d'avant. Elle ne dort plus que d'un œil. Elle vit seule, loin. Elle n'a plus jamais accepté de traiter un patient, mais elle écrit des carnets entiers, des rêves, des détails, des noms, comme si elle traquait encore à travers les pages les fragments de ceux qu'on n'a jamais crus. Et pourtant, malgré tout ce qu'elle a vécu, quelque chose en elle reste habité. Une nuit, alors qu'elle sort de la douche, la buée envahit le miroir de la salle de bain. Elle ne panique pas, elle reste immobile. Un mot apparaît lentement, tracé comme un souffle ancien, revenu de loin. Merci. Elle sourit, juste un peu, puis elle s'éloigne. Mais au moment où elle éteint la lumière, un second mot s'écrit, juste en dessous. À ton tour maintenant. Il y a des histoires qui ne cherchent pas à être crues. Des récits qui ne demandent ni validation, ni preuve, seulement une oreille assez attentive et un esprit assez ouvert pour entendre ce qui se dit entre les lignes. Ce que vous venez d'entendre n'est peut-être qu'une fiction, ou peut-être pas. Car dans bien des endroits, derrière des portes verrouillées, dans des hôpitaux oubliés, des vérités restent enterrées. Des femmes sont réduites au silence. Des cris sont redéfinis comme symptômes. Et la folie devient une étiquette bien pratique pour effacer ce qui dérange. Élise n'a jamais voulu devenir une patiente. Elle voulait comprendre, elle a vu, et à force de regarder ce que personne ne voulait voir, elle est devenue le miroir de quelque chose de plus grand, plus ancien, plus humain. Peut-être qu'au fond, nous avons tous un couloir sombre quelque part en nous, un endroit où les choses qu'on ne veut pas affronter s'accumulent, en silence, jusqu'au jour où elles reviennent, par un rêve, un mot, une image, ou une voix qu'on pensait ne plus jamais entendre. Alors, si vous avez ressenti un frisson, un doute, ou cette sensation étrange que quelque chose vous observait pendant que vous écoutiez cette histoire, rappelez-vous, le miroir ne montre pas toujours un reflet. Parfois, il attend une réponse.